Pierre Juquin, bonjour pour cette deuxième émission de campagne. Est-ce que vous lisez la presse quand vous faites campagne? Oui, rapidement. Est-ce que vous avez lu celle qui parlait des prestations de tous les candidats hier, oui, et qui d'ailleurs en parlait, oui, en mal? C'est pas brillant, c'est pas brillant. Je crois que tous les hommes politiques ont de grands progrès à faire en matière de communication. D'ailleurs, moi, je ne peux plus supporter la langue de bois, mais je conçois bien que j'ai aussi, moi-même, de grands progrès à faire. Cela dit, il y a tout de même un problème. C'est qu'on joue une campagne électorale de cette importance sur l'image, sur la télévision, et que ça devrait être beaucoup plus les solutions et les idées de fond. Alors, je voudrais quand même vous lire un petit passage que j'ai relevé dans un journal qui vous concerne très particulièrement, qui est intéressant. Voilà ce que ça dit. Hier, Pierre Juquin était comme le nouveau prof de gym qui, pour sa première leçon, s'emballe en expliquant à ses élèves étonnés qu'à la fin du semestre, ils grimperont en 8e division. Étonné, étonné, il y aura des surprises. Mon score sera peut-être déjà une surprise. Et puis nous irons loin. Vous avez vu l'équipe de Créteil en foot ? Je suis David contre Goliath. C'est David qui a gagné. Alors, vous dites ça sans doute pour me permettre de présenter David Assouline et Kaïssa Titous, c'est bien joué, qui vous accompagne aujourd'hui. Vous avez voulu qu'il soit là, pourquoi? Kaïssa Titous, la directrice de ma campagne, est une militante antiraciste depuis très longtemps. David Assouline est bien connu de tous les téléspectateurs puisqu'il a été l'un des représentants du mouvement étudiant de l'hiver précédent. Je comprends bien, mais pourquoi sont-ils là? Pourquoi? Très simple. Vous savez, les Français ne sont pas, et les immigrés qui vivent en France, ne sont pas des veaux. Il se passe beaucoup de choses, contrairement à ce que dit la classe politique. Moi, j'ai choisi Kaïssa Titous, David Assouline et beaucoup d'autres gens qui m'entourent, parce que je suis le candidat de tous ceux et de toutes celles qui n'arrivent pas à s'exprimer à travers la vie politique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Alors, quel est leur rôle dans votre campagne? Mais ils dirigent, ils décident, ils ont plein d'idées, ils ont construit les centaines de comités qui soutiennent ma candidature et dans lesquels, je vous le dis au passage, plus de 50% des gens n'ont jamais appartenu à aucune formation politique. Attendez, ils sont donc vos directeurs de campagne en quelque sorte? Tout à fait. Vous avez vu les candidats, les autres candidats, oui, les machines, les experts, les vieux loups de mer, les machines, les vieux loups de mer, les machines, les experts, beaucoup d'argent, jamais on a autant parlé de l'argent, jamais il y en a autant eu. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné pour les Français tout ça? 10 millions le budget de ma campagne, c'est clair. 100 000 francs? Oui. Ou 10 millions nouveaux? 10 millions de francs. Les autres ont 150 millions, etc. J'aurai le remboursement de 8 millions de frais, le reste ce sont des dons, des souscriptions. Mais ces grosses machines, cette politique traditionnelle, hiérarchisée, centralisée, ça n'a pas donné de très bons résultats. Je crois que ce sont les gens eux-mêmes, tous, qui doivent se prendre en charge et faire la politique. C'est ça qu'ont voulu les mouvements des étudiants, des antiracistes ou des cheminots. Qui l'a entendu? Dites-moi, Kaïssa, par exemple, vous venez d'SOS Racisme, qui a été longtemps un mouvement qui se voulait apolitique, et vous êtes en plein maintenant en campagne électorale, on ne peut pas plus politique que ça. Écoutez, l'antiracisme, ça n'a jamais été apolitique. Je crois que quand nous étions réunis au concert de la Concorde au mois de juillet 85 avec mes potes, nous étions 350 000, et quand nous étions rassemblés et que nous disions qu'il fallait se battre contre le racisme, nous faisions de la politique. Nous faisions de la politique autrement. Nous disions qu'il était possible de vivre dans cette société sans qu'on pointe des boucs émissaires qui seraient entre autres les immigrés. Et dans cette campagne, il n'y a pas de contradiction pour moi. J'y retrouve toutes les valeurs d'égalité, de solidarité, de fraternité que j'ai développé dans le cadre de ma démarche antiraciste. Et je pense que, vous voyez, là, je vous ai amené toutes les lettres que m'envoient les différents comités qui se créent autour de la candidature de Pierre Juquin. Eh bien, il y a beaucoup de lettres d'antiracistes qui se reconnaissent dans la démarche de Pierre Juquin. Donc, non. Je ne le sens pas en contradiction. Et vous non plus, vous n'avez pas de contradiction? Le mouvement des étudiants en 86, qui justement rejetait la politique en bloc? Oh non, non. Non, c'était autre chose. Il réclamait son indépendance par rapport aux partis politiques. Et il avait raison, et j'étais d'accord avec ça, parce que c'était une garantie pour maintenir son unité, sa démocratie et sa détermination. Alors,
Par contre, il se battait contre une loi, il exprimait des valeurs très importantes d'égalité, de solidarité. Je vais vous donner un exemple. Moi, je me souviens, avant d'aller dans une assemblée générale, il y a plusieurs étudiants qui viennent me voir de première année, qui me disent, nous, on a fait une petite commission, là, et on vient d'écrire une nouvelle constitution pour la France. Alors, et pourtant on se battait contre la loi de Vaquet, mais il y a eu des milliers d'heures de discussions dans ces assemblées générales où on parlait de tout ce qui se passe dans la société, dans le monde. Je crois que ça a été une prise de conscience qu'on doit s'occuper des affaires de la cité. C'est ça la politique. Pierre Jequin, je voudrais vous demander, bon, des jeunes, des immigrés, c'est pas quand même à ça que la France se ramène. Premièrement, et deuxièmement, vous n'avez pas trouvé d'experts, vous n'avez pas trouvé d'économistes qui veuillent aussi travailler avec vous et s'adresser, par exemple, aux intellectuels, aux chefs d'entreprise, etc. D'abord, des jeunes, des immigrés, c'est déjà très important, mais il y a autour de nous aussi beaucoup d'autres gens, des syndicalistes ou des non-syndiqués qui travaillent dans les entreprises, grandes et petites. Et il y a des experts, et parmi ces experts, il y a aussi des syndicalistes, par exemple, et de nombreux universitaires qui, depuis des années, refusaient de participer à toute recherche pour des hommes politiques ou des mouvements politiques, sont venus spontanément, il y en a plus de 150, travailler autour de moi. Ils ont d'ailleurs créé toute une richesse. Mais nos comités aussi ont beaucoup produit. Je suis revenu de Strasbourg où je suis allé faire un meeting devant 1300 personnes avec tout un paquet de documents sur le nucléaire, sur l'autogestion, etc. Beaucoup de travail se fait. Vous savez, je crois que nous avons de très bons exemples. Par exemple, l'arsenal de Brest. Voilà une question qui est très difficile. Voilà des gens qui se battent depuis des années pour garder leur emploi en défendant la construction d'armes qui, à la limite, pourraient raser toute la planète et faire disparaître toute vie sur la surface de la planète. C'est pas moral. Pas de leur part, de la part du système qui leur impose une telle obligation. Mais nous avons affronté le problème. Nous avons dit, il faut cesser avec la course aux armements. Nous avons commencé à discuter au mois de novembre, quand nous y sommes allés avec Keïs Atitous. Depuis, la discussion s'est continuée. J'ai tenu l'engagement que j'avais annoncé à la télévision. La semaine dernière, j'étais avec eux. Et surprise, il y avait des gens venus de nombreux autres arsenaux. Ils ont commencé à élaborer, après avoir consulté par questionnaire leurs collègues, un plan de transformation de leur entreprise en construction civile. Et vous, David, pareil. Je faisais un débat à Blénaud-les-Pont-à-Mousson, c'est en Lorraine et c'est la sidérurgie. Et à la fin du meeting, il y a un vieux qui est venu me serrer la main, les larmes aux yeux, et il m'a dit, toute ma vie, j'ai été militant. J'étais dirigeant de la CGT dans la sidérurgie lorraine. J'étais au Parti communiste. Je me suis battu. Il y a eu la résistance, il y a eu toutes ces grandes luttes. Eh bien, aujourd'hui, c'est la première réunion où mon fils est avec moi pour faire la même politique. Parce qu'il n'était pas d'accord avec moi, il trouvait qu'on sclérosait. Alors voilà, il y a des gens qui se rassemblent, il y a une continuité, et je crois que tout cela, c'est vraiment neuf. Quand on explique aux gens que le droit au travail, c'est pas un droit qui se coupe, il n'y a pas des gens qui ont droit au travail et d'autres gens qui seraient marqués du sceau de l'infamie du chômage. Il n'y a pas des gens qui auraient droit à une protection sociale et d'autres qui n'en auraient pas. Il n'y a pas des jeunes qui pourraient éventuellement, parce qu'ils sont bien nés, avoir droit au savoir, et d'autres jeunes qui, de fait, mal nés, entre guillemets, auraient comme seul horizon les TUC, les ICVP, la banlieue, la zone ou la drogue. On a vu un exemple à Dreux. C'est ça, tout à fait. Nous avons eu un exemple très concret. Nous sommes allés à Dreux, où vous savez que le Front National fait un score très fort. Moi-même, j'ai discuté avec un ouvrier qui s'apprêtait à voter pour le Front National, en me disant... Dans une cité d'urgence, il nous a reçus. Dans une cité d'urgence, je veux dire, une vie très difficile. Il avait été licencié de son travail, et il me disait les difficultés qu'il rencontrait pour trouver du travail, pour assurer un avenir à ses enfants. Et il a appelé, entre autres, un de ses enfants, et son fils était accompagné de deux autres jeunes gens qui sont des beurs, des jeunes issus d'immigration. Donc il n'était pas raciste au fond de lui-même. Donc, tout à fait. Je pense qu'il n'était pas raciste, mais parce qu'il ne comprenait pas véritablement les problèmes, parce qu'on ne lui expliquait pas la réalité des choses, parce qu'on lui mentait, parce que les véritables solutions, ce ne sont pas celles de l'exclusion, ce ne sont pas celles de la marginalité, ce ne sont pas celles du racisme, mais au contraire. Et il m'a dit, voilà, ces trois jeunes gens, ils font des TUC à 1200 francs. C'est insupportable pour des jeunes. Vous vous rendez compte, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et il m'a dit, mais d'un autre côté, mais où est la gauche? Quel mot terrible. Où est la gauche? Quel mot terrible. Où est la gauche?
Ça veut dire qu'il y a vraiment besoin de redonner espoir, de redonner confiance aux gens en les rassemblant autour d'objectifs, d'idées dont la gauche n'aurait jamais dû s'éloigner. Vous savez, je suis le seul candidat à dire tous les jours dans les débats que je fais, car nous ne ferons pas de meeting, nous n'avons que des débats avec les gens, à dire tous les jours que toute la classe politique porte une responsabilité par ses petites lâchetés, par ses insuffisances, par son incapacité à résoudre les problèmes. Toute la classe politique porte une responsabilité dans la montée de Le Pen et du Front National. Souvenez-vous, avant que le mouvement étudiant se développe, c'était au secours, la droite revient. Qui allait penser que la droite serait dans une situation telle aujourd'hui à la veille de l'élection présidentielle? C'est ce mouvement qui a changé. On parlait du libéralisme triomphant. Aujourd'hui, on parle de la progression des valeurs de solidarité et d'égalité. Alors, je crois qu'en misant sur ce qui bouge, on se rend compte que non, la société n'est pas en train de virer à droite, comme certains à gauche le disent, ou bien, comme d'autres le disent, ce n'est pas en attendant que les Français un jour soient d'accord. Il faut miser sur ce qu'il y a de meilleur dans la société, dans ce qui bouge, et je crois que les Français, comme les immigrés de ce pays, eh ben, seront allés vers l'égalité dans la société. Si je comprends bien, enfin, j'écoute tout ça, et bon, j'ai évidemment lu beaucoup de choses à votre propos depuis 2 ou 3 jours où vous m'avez demandé de vous interroger. Et ce que je crois comprendre donc, c'est que à gauche, et puis aussi hors de la politique, on cherchait quelqu'un qui puisse représenter une autre manière de voir la vie et la vie en politique, et l'homme providentiel, en quelque sorte, c'est Pierre Juquin. C'est ça. Un homme providentiel. Un homme providentiel. Vous croyez qu'on a besoin d'un homme providentiel? Vous croyez que les jeunes qui sont avec moi, s'ils me prenaient pour un homme providentiel, ils seraient avec moi, mais ils m'éclateraient de rire au nez? Est-ce que vous pensez que j'ai fait tout ce parcours difficile pour recommencer ce que j'ai vécu et ce que je vois dans le monde politique traditionnel? Quand j'entends David, Caïssa développer cette nécessité, cette urgence de la fraternité, de l'égalité, de la démocratie transparente, cette urgence d'une politique différente, d'un rassemblement, d'une unité, mais c'est tout le contraire d'un homme providentiel. Les hommes providentiels, vous voulez que je vous dise? C'en est plein à la télévision, des grands et des petits. Les hommes providentiels, c'en est plein dans les cimetières, tous irremplaçables. Quelle vanité! Ce n'est pas d'une idole dont nous avons besoin, c'est d'idées neuves, et d'idées neuves que nous allons faire avancer ensemble, à gauche, par l'action. Je voudrais vous poser une dernière question un peu provocante, mais qui est la suivante. Qui est-ce qui me prouve, à moi qui vous écoute par exemple, que vous n'allez pas reproduire finalement le système d'où vous êtes issu, auquel vous avez adhéré pendant aussi longtemps? Parce qu'après tout, si un mouvement se rassemble autour de vous, il faudra bien une organisation, il faudra bien un parti pour que tout ça fonctionne. Rien ni personne ne vous le prouve. Ça dépend des gens eux-mêmes. Je suis bien placé, à l'âge que j'ai, pour savoir que tous les hommes politiques en position de leader sont sujets aux petites défaillances ou à la tentation de devenir des vedettes sur les médias. Alors je crois qu'il n'y a qu'une solution. Si nous voulons faire un mouvement vraiment neuf et changer quelque chose dans la vie politique française, c'est que les gens comme moi soient mis par tous les citoyens qui se battent avec eux sous haute surveillance. Ça ne peut pas être un programme. C'est pas un programme, c'est un garde-fou, c'est une nécessité absolue. Vous savez, je voudrais dire quelque chose aux gens qui nous regardent. Tout le monde cite Jaurès en même temps, en ce moment. Mais il y a un mot de Jaurès que personne ne cite. En s'adressant aux travailleurs de Carmaux, il leur disait un jour: attention, ne passez pas l'outil à un autre, faites changer le monde vous-même. Eh bien, faites-le changer, nous vous aiderons. Fada tala tala ya, hawa. Fada tala tala ya.